Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de cours. Dans cette première vidéo, nous allons voir la première partie du cours de statistique descriptive. La statistique descriptive est l'étape préalable à toute analyse. Le but est d'obtenir une estimation rapide de ce qu'il y a dans son tableau de données, soit par une représentation graphique ou par une estimation de la moyenne et de la variabilité des données. Avant de passer aux représentations graphiques et aux estimations de grandeur caractéristique, il faut savoir avec quoi on travaille, et en particulier avec quel type de variables on travaille. On divise les variables en deux grands types, les variables qualitatives et les variables quantitatives. Les variables qualitatives elles-mêmes se divisent en deux catégories. Les variables nominales, ce sont des variables qu'on va pouvoir qualifier par un nom, comme une couleur, un phénotype ou une nationalité. Il y a également les variables ordinales, ce sont aussi des variables que l'on peut qualifier avec un nom, mais on peut également les classer dans un ordre. On a par exemple les étapes du développement, ou les tranches d'âge, ou les avis. On utilise très souvent en sociologie l'échelle de Likert, que vous devez connaître sans le savoir. C'est une échelle dans laquelle on va utiliser, par exemple, savoir si on est d'accord ou pas d'accord avec quelque chose. On aura une échelle qui sera d'être très d'accord, un peu d'accord, moyennement d'accord, pas d'accord ou pas d'accord du tout. Les variables quantitatives se divisent elles aussi en deux sous-catégories, les variables discrètes et les variables continues. On pourra dénombrer une variable discrète, et dans ce cas-là, la valeur qu'elle pourra prendre sera un entier, alors que les variables continues prendront des valeurs réelles au sens mathématique, et c'est des choses que généralement on pourra mesurer, comme la température d'une pièce, la taille, la masse ou l'intensité lumineuse. Cette distinction entre variables est très importante, car à chaque variable, on pourra appliquer une théorie mathématique particulière. Les variables qualitatives auront un type de description mathématique, et les variables quantitatives auront deux sous-types pour les variables discrètes et les variables continues. Il est donc important de savoir identifier le type de variable avec lequel on va travailler pour pouvoir ensuite appliquer la bonne théorie mathématique. Un deuxième point qu'il faut aborder avant d'aller dans la description des données, c'est le concept de population et d'échantillon. C'est un concept qui est très important en statistique, car c'est le cœur de la statistique, au fond, de pouvoir obtenir à partir d'un échantillon des informations sur une population. Pour donner une définition un peu formelle de la population, c'est l'ensemble d'éléments qui partagent une ou plusieurs caractéristiques qui servent à les regrouper. Par exemple, ça va être la population française, les étudiants de L2SV, les membres d'une entreprise. L'échantillon, lui, va être des éléments de la population qui vont être destinés à fournir des informations sur celle-ci. Pour qu'un échantillon puisse donner des informations sur cette population, il faut évidemment qu'il soit représentatif. Pour qu'un échantillon soit représentatif, il va falloir soit tirer des éléments au hasard de la population, ou tirer des éléments dans la population en ayant une connaissance a priori de celle-ci. Ça va être par exemple le cas de sondage à l'approche d'une élection. On va choisir des gens suivant leur classe d'âge ou suivant leur classe socio-professionnelle, et tirer au hasard ne sera pas la manière la plus efficace d'obtenir des informations sur la façon dont les gens vont voter. Passons maintenant à la représentation des données. Pour une variable qualitative, on représente les effectifs ou les fréquences des modalités. Je vais vous l'expliquer par un exemple. J'ai demandé à mes étudiants quels objets ils voudraient emporter sur une île déserte. J'ai ensuite récupéré leurs réponses, et voici la suite de leurs réponses. Beaucoup ont choisi soit un couteau ou une trousse à pharmacie. À partir de ces réponses, on va construire une table de fréquences dans laquelle on va rapporter l'effectif de chaque modalité. Ici, les modalités sont le couteau, la trousse à pharmacie, un livre, etc. Une fois que la table de fréquences est réalisée, on va représenter ces effectifs en fonction des modalités dans un diagramme à barres qui permet d'obtenir une vision synthétique des données. Pour les variables quantitatives, il existe un grand nombre de représentations possibles et je vais vous présenter les deux les plus courantes. Je vais commencer par l'histogramme. C'est celui que j'utilise personnellement le plus au quotidien. Je vais vous expliquer d'abord comment on le construit. Voilà le début d'un tableau de données. Des chercheurs ont mesuré la quantité de récepteurs de dopamine chez des patients. La première étape avant de représenter ces données est de les classer dans des intervalles. Le choix de ces intervalles est arbitraire. Il existe des formules qui aident à ce choix, mais ce choix reste arbitraire au final. Une fois qu'on a fait le choix d'intervalle,
On va venir compter l'effectif dans chaque intervalle de valeurs. Par exemple, la première valeur va aller dans l'intervalle 16-18, la deuxième dans 18-20, la troisième dans 6-8, etc. On va faire ça pour chaque valeur, jusqu'à remplir tout le tableau. Et le diagramme va consister à venir représenter l'effectif dans chaque classe. Et l'histogramme va ainsi permettre d'observer les grandes tendances du jeu de données. Une autre représentation très utilisée est la boîte à moustaches. C'est une représentation qui est très simplifiée, mais aussi très utile. On va la construire à partir d'un jeu de données. On commence par représenter la tendance centrale des données par la médiane. On représente ensuite la variabilité des données par le premier et le troisième quartile. Et ensuite, pour obtenir les positions les plus éloignées des données, on va faire ce qu'on appelle les moustaches. On commence par évaluer ce qu'on appelle l'écart interquartile. C'est l'écart entre le premier et le troisième quartile. Et ensuite, on va utiliser une règle. Pour la valeur maximale, pour la position la plus éloignée de la moustache, on va utiliser le minimum du troisième quartile plus une fois et demi cet écart interquartile, ou la valeur maximale des données. Et on va faire quelque chose de similaire au niveau de la valeur minimale de la boîte à moustaches, en utilisant le maximum de soit le premier quartile moins une fois et demi l'écart interquartile, ou le minimum de l'ensemble des données. Ces règles peuvent sembler un peu complexes, mais elles permettent d'avoir une représentation assez claire de ces valeurs extrêmes. Et finalement, si des points vont au-delà de ces limites, on va les représenter également au-delà de la boîte à moustaches, et on appellera ça des points aberrants. Cela reste une dénomination, car ces points peuvent représenter une vraie tendance des données vers des valeurs extrêmes. Ce type de représentation peut être utile lorsqu'on a une variable sur un seul jeu de données, mais c'est aussi extrêmement intéressant de pouvoir faire des comparaisons entre différents cas, par exemple. Donc ici, en reprenant les concentrations de récepteurs de dopamine, on a mesuré cette concentration de récepteurs chez des patients témoins et chez des patients schizophrènes, et on peut voir dans les comparaisons d'histogrammes la différence claire entre ces deux populations, et également grâce aux boîtes à moustaches. Les boîtes à moustaches permettent une comparaison assez simple du fait de leur grande simplification dans la représentation des données. La comparaison d'histogrammes est un peu plus complexe, mais elle permet d'avoir une vision plus globale des données. Une autre façon d'obtenir des informations sur un jeu de données est de la décrire par sa tendance centrale et par la variabilité autour de sa tendance centrale. Il existe plusieurs façons d'estimer la tendance centrale d'un jeu de données. La première, la plus courante, est d'estimer la moyenne arithmétique. Son calcul consiste à sommer tous les éléments et à diviser cette somme par le nombre d'éléments. On notera x bar la moyenne d'un échantillon et mu la moyenne d'une population. La deuxième façon est d'utiliser la médiane. C'est la valeur qui divise le jeu de données en deux. La moitié des valeurs sont plus faibles que la médiane et l'autre moitié des valeurs sont plus grandes. On utilise souvent la médiane quand le jeu de données présente des valeurs extrêmes qui rendraient difficile l'utilisation de la moyenne. Finalement, on peut utiliser le mode pour déterminer les valeurs les plus fréquentes. On l'utilisera dans les mêmes conditions que la médiane. Pour déterminer la variabilité autour de la moyenne d'un échantillon, le plus couramment, on utilisera l'écart-type de l'échantillon. L'écart-type se calcule à partir de la variance de l'échantillon, qui est une sorte de moyenne du carré de la distance à la valeur moyenne. Je dis que c'est une sorte de moyenne car, comme vous pouvez le constater, on ne divise pas par le nombre d'éléments, mais par le nombre d'éléments moins 1. C'est ce qu'on appelle la correction de Bessel. Si on ne faisait pas ça, on sous-estimerait la variance de l'échantillon, surtout lorsqu'il y a un nombre faible d'éléments. Cette formule de la variance est pour un échantillon, mais il existe également une formule lorsqu'il s'agit de la population qui n'a pas cette correction en n-1. En pratique, on ne l'utilise pas en statistique car on s'intéressera toujours à l'échantillon. On déduit ensuite l'écart-type d'un échantillon en prenant la racine carrée de la variance. Lorsqu'il s'agit de l'écart-type d'un échantillon, on le notera S, et pour celui d'une population, on le notera sigma. Rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vais vous introduire à R. Bon courage à tous!